Bonjour Frédéric. Bonjour, c'était un plaisir cet été comme ça, de se promener, de découvrir différents châteaux un peu moins connus que les autres. Parfois, oui. Et on va continuer pendant ces vacances. Et là, on va aller faire un petit tour en Anjou. Oui. Chez les ducs. Oui, ducs, comtes, parce que voilà, ils furent comtes et ducs d'Anjou. Alors c'est une histoire incroyable, parce qu'il y a un château extraordinaire à Angers, pour être précis. On regarde une carte, on se situe, on connaît évidemment Angers, on en entend parler, mais voilà, on va le situer sur la carte. On est en Maine-et-Loire, et pour cause, on va le voir dans les images dans un instant, parce que au pied de ce château puissante forteresse, colossale, 17 tours, on les voit sur ces images. Alors là, voilà, on a une vue sur la carte et puis en même temps, on a cette image. Voilà, on est là. On est là. Aujourd'hui, on va en Maine-et-Loire et pour cause, je vous le disais, parce qu'au pied de ces tours coule la Maine. Alors la Maine, c'est une toute petite rivière. Quand je dis petite, c'est dans sa longueur, elle fait à peu près 11 km. On a l'impression qu'elle n'a pas de source, parce qu'elle est conçue, réalisée grâce aux eaux de la Sarthe qui viennent, et la Mayenne qui viennent la créer. Alors cette rivière, la Maine, qui va se jeter dans les bras de la Loire, ça explique pourquoi on a construit un château au pied de cette rivière, parce que d'un côté, elle grossit grâce à la Mayenne et à la Sarthe, vous l'avez compris, et en aval, elle va se jeter dans la Loire. Voilà pourquoi on se trouve dans le département de Maine-et-Loire. Allez, on regarde des images, on va découvrir, parce qu'alors là, à l'intérieur, il y a un trésor absolument incroyable. Nous voilà partis avec cette vue que pouvaient avoir éventuellement à distance d'éventuels envahisseurs. Vous imaginez, au pied de ces tours qui pouvaient grimper jusqu'à 40 voire 50 mètres de hauteur, avec ces pierres spécifiques. Il y a à la fois du noir et du blanc. Il ne faut pas croire que ça a été réparé ou que ça... Non, c'est d'origine. C'était pour faire peur de loin. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors on voit ces archères, là, ces fentes qui sont placées dans les murs de ces tours pour se défendre. Et elles ne sont pas toutes dans le même axe. Vous avez vu comme elles sont désaxées? C'est pour ne pas affaiblir le gros œuvre. On ne fait pas les fentes, évidemment, toujours au même niveau. Et là, c'est la première porte qui existait, ce qu'on appelait la porte des champs. Elle était tournée vers la campagne. Et il y avait un pont-levis qui a disparu. Il y avait une grosse pente avec un grand pont qui descendait jusque sur la terre ferme. Mais voilà, ce n'est plus la porte actuelle. Il y a des cachots à l'intérieur, regardez, avec ces lourdes chaînes. C'est là qu'a été enfermé notamment Nicolas Fouquet, l'ancien ministre des Finances de Louis XIV, arrêté par D'Artagnan à Nantes et qui a été enfermé dans cette place forte. Voilà par où l'on rentre. C'est la porte de la ville avec ce pont-levis. Ce pont-levis par où passent plus de 230 000 personnes aujourd'hui. Et quand vous entrez à l'intérieur de cette forteresse, vous avez vu l'austérité de l'extérieur. Et dès que vous êtes à l'intérieur, on a l'impression d'être dans un lieu de villégiature avec des jardins, avec des restes de ce grand palais. Et puis, voilà le trésor. À l'intérieur de ce château, à l'intérieur d'un bâtiment spécialement conçu, il y a là une tapisserie. Alors vous allez me dire, une tapisserie, on connaît les tapisseries. Non, là, c'est la plus grande, la plus ancienne au monde. Au monde, elle faisait 140 mètres de long. Aujourd'hui, elle n'en mesure plus que 103. Pourquoi? Parce que ça s'est perdu. Des morceaux de cette tapisserie se sont perdus. En fait, on a essayé de la vendre au moment de la Révolution. Les chanoines de la cathédrale qui possédaient cette tapisserie ont voulu la vendre au moment de la Révolution. Ils n'ont pas trouvé d'acheteur. Eh ben, qu'est-ce qu'on en a fait? On les a découpés. On s'en est servi pour couvrir les selles des chevaux. On s'en est servi pour les travaux, on s'en est servi pour couvrir les orangers de Monseigneur l'évêque. Bref, il a fallu un temps fou pour la récupérer. Et depuis 1954, grâce à la construction de ce bâtiment que l'on vient de voir, eh bien, on peut assister et découvrir cette tapisserie. Qu'est-ce que je dis, assister à son dévoilement, à son développement. C'est l'Apocalypse. Ah oui, absolument, la tapisserie de l'Apocalypse. Vous avez raison de le rappeler, Thierry. Et puis, regardez sur les hauteurs, on a ces jardins suspendus, ces vignes. C'est comme une ville à l'intérieur du château. À l'intérieur de la ville, absolument. Et puis, il y a ces remparts qui ont été transformés en terrasses. Pourquoi en terrasse? Parce que quand on est passé du tir à l'arc au tir au canon, ce sont devenus des terrasses d'artillerie. C'est là qu'on y roulait les pièces de canon qui venaient prendre place au sommet de ces tours qui ont été étêtées. Évidemment, on les a beaucoup diminuées, près de plus de 10 mètres de hauteur, pour pouvoir y placer des canons au moment de la naissance de l'artillerie. On est alors là au 15e, 16e siècle, très exactement. Donc c'est à découvrir à tout prix. C'est évidemment ouvert en ce moment et toute l'année. Mais merci beaucoup Frédéric.